Le deuxième point que je voulais soulever, et qui est en lien avec le premier, est la question de l'horizon. Il semblerait que nous ayons manqué d'horizon pendant 2 mois, mais qu'en réalité, cela ne date pas ni d'aujourd'hui ni d'hier. Alors en quel sens manquons-nous d'horizon? Je serais tentée de répondre dans tous les sens. D'abord spatial, très concrètement, un grand nombre d'habitants des villes, mais aussi dans une moindre mesure des campagnes, ont eu leur horizon obstrué pendant 2 mois. Par leurs fenêtres, des immeubles, une rue, des murs, parfois un bout de ciel ou une clôture. Ce paysage est demeuré le même pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, un paysage bouché, sans horizon. Ensuite, d'un point de vue temporel, la répétition des jours, avec comme seul événement de la journée d'aller faire des courses pour se nourrir, geste répété du quotidien, assujetti à la nécessité de vivre. C'est d'ailleurs la définition que Hannah Arendt donne du travail dans la condition de l'homme moderne. Le travail est une activité soumise aux nécessités vitales et aux soucis de survie individuelle. Il tire son caractère temporel de la nature transitoire des choses, produites en vue de subsister. Aussi ne faut-il pas se laisser tromper par le phénomène d'accumulation propre à la production moderne qui semble masquer le caractère consommable des produits du travail. Ainsi, nos gestes quotidiens, réduits à leur plus simple nécessité dans le confinement, dévoileraient la réalité du travail. Par ailleurs, l'absence d'informations concrètes ou les contradictions des discours publics empêchent toute projection dans le temps. Répétition du même et absence de projection, voilà un horizon temporel qui ressemble au régime d'historicité que François Hartog avait identifié sous le nom de présentisme. Élargissons. L'horizon spatial est amené à s'ouvrir à nouveau, mais dans un monde où, d'une part, quasiment plus rien n'est inconnu. Autrement dit, l'horizon est d'une certaine manière clos. Et où, par ailleurs, les voyages en avion seront frappés d'une objection écologique. On entend ici et là qu'on n'usera plus du monde de la même manière, on l'espère, puisqu'on a fait l'expérience du saut, de la rupture, et que ce pourrait être là la première étape de la révolution écologique. Ainsi, l'horizon terrestre est de fait affecté de finitude, de clôture, à tel point qu'on n'est pas sûr que le terme d'horizon convienne. Certes, il y a les voyages dans l'espace et la possibilité d'un ailleurs toujours reculé par les progrès scientifiques, mais on sait, après Lévinas, qu'un ailleurs véritable n'est pas de l'ordre de la spatialité, de la mêmeté, de ce champ infini d'immanence. Ainsi, l'horizon, bien qu'infini, est, en son plan, fini. Qu'en est-il du temps? Nous avons sauté dans l'inconnu. C'est là peut-être la condition pour qu'une temporalité authentique se mette en œuvre, pour que ce que Hannah Arendt appelle la brèche du temps s'ouvre sous nos pieds. En attendant, cet inconnu est dans un premier temps un obstacle à toute forme d'horizon. Beaucoup de salariés, d'entrepreneurs, d'intermittents du spectacle ignorent s'ils pourront reprendre leur travail, si leur entreprise ne va pas péricliter, si les théâtres vont rouvrir, s'ils ne seront pas au chômage pendant un certain temps. Nous savons qu'une crise d'une ampleur sans précédent nous attend et, comme avec toute crise, il n'est plus possible là non plus de se projeter. Il n'y a pour l'instant pas d'horizon ou pas d'horizon clair. Or, nous vivons depuis longtemps avec en toile de fond un horizon. D'un point de vue anthropologique, il en faut un minimum pour entreprendre n'importe quelle tâche. Car n'importe quelle tâche exige du temps et une certaine quiétude quant à ce temps à venir. Du point de vue chrétien, l'horizon est le royaume de Dieu. Du point de vue de la philosophie des Lumières, l'horizon trouve dans la notion d'histoire son expression. En outre, la révolution épistémique que l'on dira galiléenne, pour faire court, ouvre pour la science un horizon lui-même infini qu'on a appelé le progrès. L'horizon n'est pas une perspective, même si tout point de perspective crée un horizon. Si nous ne pouvons vivre sans horizon, qui élargit les dimensions, qui nous ancre dans le monde, l'espace et le temps, nous pouvons néanmoins réinterroger la notion d'horizon. Car en fonction des croyances, nous venons de voir qu'elle change de sens. Horizon divin, horizon terrestre, horizon scientifique. L'une des conditions de l'horizon est la continuité. Continuité temporelle, continuité spatiale ou continuité théologique, que l'on soit élu ou que ce soit le comportement terrestre qui mérite rétribution, continuité donc et persévérance. On pourrait alors se demander si une autre forme d'ouverture ne pourrait pas mieux rendre compte de nos aspirations. Car l'horizon,
comme l'espace, demeure toujours en son plan, un plan horizontal. À l'horizon, il n'y a toujours que du même, y compris dans la religion qui propose un autre monde, mais avec les allures d'une autre, en mieux. Ainsi, l'horizon d'une société libérale ne permet pas de penser autre chose. Penser autre chose suppose une rupture d'horizon. Rappelons la conclusion de la célèbre pensée de Pascal sur le roseau pensant, la pensée 347. Toute notre dignité consiste donc en la pensée, c'est de là qu'il faut nous relever, et non de l'espace et de la durée que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser, voilà le principe de la morale. À l'horizon spatio-temporel, nulle dignité ne nous attend, nulle différence, l'horizon est horizontal. C'est dans le saut hors de l'horizon que peut s'inventer une nouvelle pensée. Non qu'il faille récuser tout horizon, au contraire, celui-ci est la condition de l'espoir, des projets et de l'orientation, donc dans une certaine mesure du sens. Pour autant, il n'est pas la condition de la pensée. L'expérience du confinement a constitué une telle rupture. Si, dans un premier temps, elle apparaît dans sa négativité, elle ouvre néanmoins vers autre chose. Non pas le même horizon, peut-être pas même un horizon, mais la discontinuité dans l'horizon actuel. Un changement d'horizon qui, en tant que tel, n'est pas un horizon. Un appel d'air comme une altérité radicale qui nous permettrait de repenser à nouveau frais les principes mêmes de notre existence collective et individuelle. Changer de paradigme et changer d'horizon, tel pourrait être le défi pour la philosophie face à la crise à venir et les enjeux que nous connaissons, mais que nous pourrions reformuler. L'horizon est toujours horizon de quelque chose, d'une connaissance, d'une vision. C'est le pendant de l'intentionnalité chez Husserl, et en ce sens, c'est tout à la fois ce que je ne peux saisir, le fond sur lequel je saisis, mais ce qui demeure pourtant homogène à ce que je saisis, et non pas d'une autre nature. C'est en ce sens que l'immanentisme, qui est le choix philosophique dominant de notre époque, dans ses différents visages, celui de Deleuze étant peut-être le plus resplendissant, ne semble plus pouvoir apporter de réponse aux questions que l'expérience de rupture appelle. Il me semble alors que l'expérience du confinement liée au coronavirus non seulement appelle une rupture, et cela, dans une certaine mesure, un grand nombre de personnes l'accordera, mais pour que cette rupture advienne, et c'est là que la philosophie intervient, c'est un changement métaphysique qui doit être mené. Métaphysique au sens de ce qui, précisément, échappe aux coordonnées spatio-temporelles. Il ne s'agit pas, évidemment, de revenir à la vieille métaphysique dogmatique, critiquée de manière définitive par Kant dans la critique de la raison pure, puis par Nietzsche qui enfonce le clou, mais de montrer que l'immanentisme, qui est le choix privilégié de la philosophie contemporaine, révèle à son tour son visage dogmatique. Il faudrait alors mener en profondeur une critique du dogmatisme pour libérer, peut-être, la possibilité d'une radicale nouveauté.